Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Histoire de tous les jours, votre canal où les récits de vie prennent vie, où chaque moment de joie, de douleur et de courage trouve une voie. Si vous aimez plonger dans des histoires pleines d'émotions, de suspense et de leçons de vie, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience qui a bouleversé ma vie, une histoire de trahison, de secret et de résilience. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez entendre va vous toucher au plus profond de votre cœur. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, et si je vous parle aujourd'hui, c'est pour partager avec vous un moment de ma vie que je n'oublierai jamais. Une histoire qui a commencé dans une petite ville du sud de la France, un endroit où le temps semble s'être arrêté, où les maisons en pierre bordent des ruelles étroites et où les secrets murmurent dans l'ombre des vieux murs. C'est là que j'ai construit ma vie, ou du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé il y a 10 ans, lorsque j'ai épousé Julien. Julien, c'était l'homme de mes rêves, du moins au début. Grand, avec des yeux noisettes qui semblaient toujours sourire, il avait cette façon de me regarder qui me faisait sentir unique. Quand il m'a demandé en mariage, après seulement 6 mois de relation, j'ai dit oui sans hésiter. J'étais amoureuse, pleine d'espoir, prête à construire une famille avec lui. Mais je ne savais pas encore que dire oui à Julien, c'était aussi dire oui à sa famille, et surtout à sa mère, Marguerite. Marguerite. Comment vous décrire cette femme? À 65 ans, elle était la matriarche indiscutée de la famille. Une femme grande, imposante, avec des cheveux gris impeccablement coiffés et un regard perçant qui semblait lire en vous comme dans un livre ouvert. Elle vivait dans une grande maison familiale, un manoir ancien à la sortie de la ville, rempli d'objets d'un autre temps, des meubles en bois massif, des portraits jaunis, des tapis usés par les années. Cette maison, c'était son royaume, et elle y régnait sans partage. Dès notre première rencontre, j'ai senti qu'elle ne m'aimait pas. Oh, elle ne l'a jamais dit ouvertement, pas au début. Mais il y avait ce sourire crispé, ces remarques subtilement cinglantes, comme lorsqu'elle commentait ma façon de cuisiner ou ma tenue vestimentaire. Claire, ma chère, tu devrais peut-être essayer une robe plus classique. Ce style moderne ne convient pas vraiment à une femme de la famille, m'avait-elle dit un jour, alors que je portais une robe fleurie que Julien adorait. Sa voix était douce, mais ses mots étaient des flèches. Julien, lui, riait, comme si c'était une plaisanterie. « Maman, arrête, Claire est parfaite comme elle est, disait-il, mais sans conviction, sans jamais vraiment me défendre. Julien. Mon mari était un homme complexe. Il était charmant, drôle, attentionné par moments, mais il avait une faiblesse, il ne savait pas dire non à sa mère. Marguerite avait une emprise sur lui, une emprise que je n'ai comprise que trop tard. Il était son fils unique, celui qu'elle avait élevé seule après la mort mystérieuse de son mari, le père de Julien, quand ce dernier n'avait que 15 ans. Elle parlait rarement de cet homme, et quand elle le faisait, c'était avec une froideur qui me donnait des frissons. Un homme faible, disait-elle parfois, en serrant les lèvres, comme si elle voulait effacer son souvenir. Nous vivions dans une maison plus modeste, à quelques kilomètres du manoir de Marguerite, mais nous passions presque tous les week-ends chez elle. C'était une tradition, ou plutôt une obligation. Chaque dimanche, nous nous réunissions autour de sa grande table en chêne pour un déjeuner interminable, où Marguerite dominait la conversation. Elle parlait de l'histoire de la famille, de l'héritage, de la responsabilité de Julien de préserver ce qu'on lui avait légué. Moi, je restais souvent silencieuse, hochant la tête, essayant de ne pas attirer son attention. Mais je sentais son regard sur moi, toujours, comme si elle cherchait une faille. Tu ne dis pas grand-chose, Claire, m'avait-elle lancé un jour, un sourire en coin. Tu n'as rien à partager? Pas d'histoire de famille, toi? Sa question m'avait prise de court. J'avais grandi dans une famille simple, aimante, mais sans grand drame ni secret. Mon père était employé de banque, ma mère institutrice, et mon frère, Antoine, était la personne la plus importante de ma vie. Antoine. Il mérite que je vous parle de lui. Antoine, c'est mon grand frère, de 3 ans mon aîné. Il a toujours été mon protecteur, mon confident, celui qui me relevait quand je tombais. Grand, avec une carrure imposante et un rire communicatif, il avait cette capacité à rendre tout plus léger, même dans les moments les plus sombres. Mais Antoine vivait loin, à l'étranger, où il travaillait comme ingénieur pour une grande entreprise.
Ces visites étaient rares, mais chaque fois qu'il venait, c'était comme si le soleil entrait dans la pièce. Il me taquinait sur mon mariage, sur ma vie de « petite bourgeoise », comme il disait en riant. Mais derrière ces plaisanteries, je sentais qu'il s'inquiétait pour moi. « Claire, tu es sûre que tout va bien avec Julien ? Et cette belle-mère, elle ne te rend pas la vie trop dure ?» m'avait-il demandé lors de sa dernière visite, 1 an plus tôt. J'avais ri, balayé ses inquiétudes d'un geste. « Tout va bien, Antoine. Marguerite est particulière, mais je gère. » Si seulement j'avais écouté mon frère. À eu fil des années, j'ai commencé à me sentir de plus en plus étrangère dans cette famille. Les remarques de Marguerite devenaient plus fréquentes, plus acérées. Elle critiquait tout, la façon dont je rangeais la maison, mon choix de ne pas avoir encore d'enfants, même ma façon de parler. « Tu as un accent, Claire, on dirait une fille de la ville », disait-elle, comme si c'était une insulte. Julien, lui, se contentait de hausser les épaules. « Ne fais pas attention, elle est comme ça avec tout le monde », me répétait-il. Mais je voyais bien que ce n'était pas vrai. Marguerite était chaleureuse avec ses amis, avec les voisins, avec tout le monde, sauf avec moi. Je me sentais seule, même entourée de gens. Les dimanches chez Marguerite devenaient une épreuve. Chaque fois que je franchissais le seuil de ce manoir, j'avais l'impression d'entrer dans un monde où je n'avais pas ma place. Les murs semblaient murmurer des secrets, des histoires que je ne connaissais pas. Il y avait des pièces fermées à clé, des tiroirs que personne n'ouvrait jamais, des regards échangés entre Julien et sa mère que je ne comprenais pas. Une fois, j'avais trouvé une vieille photo dans un album, un homme qui ressemblait à Julien, mais plus âgé. « C'est ton père ?» avais-je demandé à Julien. Il avait pris la photo, l'avait rangée sans un mot, et avait changé de sujet. Ce silence m'avait troublée. Je commençais à me poser des questions. Pourquoi Marguerite me détestait-elle autant ? Était-ce simplement parce que je n'étais pas assez bien pour son fils, ou y avait-il autre chose ? Et Julien ? Pourquoi ne me défendait-il jamais vraiment ? Je l'aimais, profondément, mais cet amour commençait à peser lourd. Chaque soir, en m'endormant, je me demandais si j'avais fait le bon choix en épousant cet homme, en entrant dans cette famille. Un jour, alors que nous étions chez Marguerite pour un énième déjeuner, elle m'avait regardé droit dans les yeux et avait dit, d'une voix douce mais glaciale, « Claire, tu sais, certaines personnes ne sont pas faites pour rester longtemps au même endroit. Elles finissent par partir. » Julien avait ri, comme si c'était une plaisanterie, mais moi, j'avais senti un frisson me parcourir. Ces mots résonnaient comme une menace, mais je n'avais aucune preuve, aucun moyen de comprendre ce qu'elle voulait dire. Ce jour-là, en rentrant chez nous, j'ai pris une décision. J'allais essayer de parler à Julien, de lui dire ce que je ressentais, de lui demander pourquoi sa mère me traitait ainsi. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, il m'avait embrassée sur le front et avait dit, « Tu es fatiguée, ma chérie. Va prendre un bain, ça te fera du bien. » J'avais souri, parce que c'était typique de Julien, éviter les conversations sérieuses, me traiter comme une enfant qu'il fallait apaiser. Alors, j'ai suivi son conseil. Je suis montée à l'étage, j'ai rempli la baignoire d'eau chaude, et je me suis plongée dedans, espérant que l'eau emporterait mes doutes, mes peurs, ma solitude. Mais ce bain allait changer ma vie. Ce qui s'est passé ensuite, lorsque je suis sortie de cette salle de bain, enveloppée d'une simple serviette, allait déclencher une tempête que je n'avais jamais vue venir. Une tempête qui allait révéler des secrets, briser des liens, et me forcer à trouver en moi une force que je ne savais pas que j'avais. L'eau chaude coulait encore dans la baignoire, emplissant la pièce d'une vapeur douce qui embuait le miroir. J'étais là, immergée jusqu'aux épaules, essayant de chasser les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Les mots de Marguerite résonnaient encore, certaines personnes ne sont pas faites pour rester longtemps au même endroit. Pourquoi disait-elle des choses pareilles ? Pourquoi avais-je l'impression que chaque phrase qu'elle prononçait était une flèche empoisonnée, soigneusement dirigée vers moi ? Je soupirais, fermant les yeux, espérant que ce bain apaiserait la tension qui nouait mon estomac. Mais ce moment de calme allait bientôt voler en éclats. J'ai entendu des pas lourds dans le couloir. La maison de Marguerite, avec ses planchers anciens qui grinçaient à chaque mouvement, ne laissait jamais rien passer inaperçu. Je me suis redressée, pensant que c'était Julien qui venait peut-être me parler. Il m'avait semblé distant toute la journée, évitant mon regard pendant le déjeuner.
Mais avant que je puisse appeler son nom, la porte de la salle de bain s'est ouverte brusquement, et Marguerite est apparue sur le seuil, les bras croisés, son visage déformé par une colère que je n'avais jamais vue point. « Qu'est-ce que tu fais encore là-dedans, Claire » a-t-elle sifflé, sa voix tremblante de mépris. « Tu crois que l'eau va laver tout ce que tu es ?» Je me suis figée, les mains agrippées au bord de la baignoire. « Pardon » ai-je balbutié, sentant mon cœur s'accélérer. « Marguerite, je ne comprends pas », elle a fait un pas vers moi, ses yeux brillants d'une rage contenue. « Ne fais pas l'innocente » a-t-elle crié. « Même toute l'eau du monde ne pourrait pas laver ta saleté, immonde. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'étais nue, vulnérable, enveloppée seulement d'une serviette que j'avais saisie en hâte en sortant de l'eau. Je me suis levée, tremblante, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Marguerite, qu'est-ce que j'ai fait ? Dis-moi, je t'en prie. » Ma voix était suppliante, mais elle n'a fait que ricaner, un son sec et cruel qui m'a glacé le sang-poing à ce moment-là. Julien est entré dans la pièce, alerté par les cris. J'ai tourné les yeux vers lui, espérant qu'il me défendrait, qu'il mettrait fin à cette scène absurde. Mais à ma grande horreur, il a éclaté de rire. Un rire nerveux, presque hystérique, comme s'il trouvait la situation amusante. « Maman, arrête, tu vas la faire pleurer » a-t-il dit, mais son ton n'avait rien de protecteur. Il m'a regardé, et au lieu de me tendre la main, il m'a saisi par le bras, sa poigne ferme, presque brutale point. « Julien, qu'est-ce que tu fais » ai-je crié, paniqué, alors qu'il me tirait vers la porte d'entrée. « Lâche-moi » Mais il ne m'écoutait pas. Il a ouvert la porte du manoir, et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il m'a poussé dehors, sur le perron. L'air froid de la fin d'après-midi m'a enveloppé, mordant ma peau à peine couverte par la serviette. La porte a claqué derrière moi, et j'ai entendu le verrou tourner. J'étais dehors, humiliée, exposée, seul point. « Julien ! Ouvre cette porte » ai-je hurlé, frappant le bois de toutes mes forces. Mes poings cognaient, encore et encore, mais personne ne répondait. À l'intérieur, j'entendais les éclats de voix de Marguerite, son ton triomphant, et le rire de Julien, ce rire qui me brisait le cœur. Mes jambes ont cédé sous moi, et je me suis effondrée sur les marches, la serviette glissant légèrement, mes larmes coulant sans retenue. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Comment en étais-je arrivée là ? Comment l'homme que j'aimais, celui avec qui j'avais juré de passer ma vie, pouvait-il me traiter ainsi ? Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à pleurer, à frapper la porte, à supplier. Le froid s'infiltrait dans mes os, et la honte brûlait ma poitrine. Les voisins, s'il y en avait, auraient pu me voir, une femme à moitié nue, brisée, devant la grande maison de Marguerite. Mais à cet instant, je n'en avais cure. Tout ce que je ressentais, c'était la douleur, la trahison, l'incompréhension. Et puis, au milieu de ce cauchemar, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait dans l'allée. Des pneus crissant sur le gravier, une portière qui claquait. J'ai relevé la tête, les yeux brouillés de larmes, et j'ai vu une silhouette familière s'avancer à grands pas. C'était Antoine, mon frère. Mon Antoine, avec son air déterminé, ses cheveux en bataille et son regard qui passait de la surprise à la fureur en une fraction de seconde. « Claire » a-t-il crié, courant vers moi. Il s'est agenouillé à mes côtés, posant sa veste sur mes épaules pour me couvrir. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es dehors comme ça ? » Je n'arrivais pas à parler. Les sanglots me secouaient, et les mots restaient coincés dans ma gorge. Antoine m'a relevé doucement, ses mains fermes mais pleines de tendresse. « Viens, on va régler ça » a-t-il dit, sa voix tremblante de colère. Il a frappé à la porte, bien plus fort que je ne l'avais fait, et a crié « Ouvrez cette porte tout de suite, ou je la défonce ». À l'intérieur, il y a eu un silence, puis des pas précipités. La porte s'est ouverte, et Julien est apparu, l'air mal à l'aise, comme un enfant pris en faute. Derrière lui, Marguerite se tenait droite, son visage impassible, mais ses yeux lançaient des éclairs. « Antoine, qu'est-ce que tu fais là » a demandé Julien, essayant de garder un ton léger, comme si tout ceci n'était qu'un malentendu. Antoine n'a pas répondu. Il m'a serré contre lui, sa veste me protégeant du froid, et a fixé Julien droit dans les yeux. « Tu trouves ça drôle, Julien ? Pousser ta femme dehors, à moitié nue,
pendant que ta mère l'insulte? C'est ça, ton idée d'un mariage? Julien a baissé les yeux, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Mais Marguerite a pris la parole, sa voix tranchante comme un couteau. Antoine, tu n'as rien à faire ici. Cette histoire ne te concerne pas. Claire sait pourquoi elle est dehors. Elle sait, a rugi Antoine, faisant un pas vers elle. Et moi, je veux savoir. Qu'est-ce que tu lui reproches, Marguerite? Dis-le, devant moi. Elle a ricané, croisant les bras. Demande-lui. Demande à ta chère sœur ce qu'elle cache. J'ai secoué la tête, les larmes coulant à nouveau. Je ne cache rien, ai-je crié, ma voix brisée. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Antoine m'a regardé, ses yeux pleins de compassion, mais aussi de détermination. Ça suffit, a-t-il dit. Claire, tu viens avec moi. On ne reste pas une seconde de plus ici. Il m'a entraîné vers sa voiture, ignorant les protestations de Julien et les regards venimeux de Marguerite. J'étais comme dans un brouillard, incapable de penser, incapable de comprendre. Antoine m'a installé sur le siège passager, a démarré la voiture, et nous sommes partis. Je ne savais pas où nous allions, mais pour la première fois depuis des heures, je me sentais en sécurité. On va chez Sophie, a dit Antoine, brisant le silence. Sophie était ma meilleure amie, celle qui m'avait toujours soutenue, celle qui m'avait mise en garde contre Marguerite dès le début. Tu vas rester là-bas pour l'instant, et on va comprendre ce qui se passe. Je te promets, Claire, je ne te laisserai pas tomber. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Les larmes continuaient de couler, mais il y avait autre chose, une petite étincelle au fond de moi. La présence d'Antoine, sa force, sa colère protectrice, me redonnaient un peu de courage. Mais les mots de Marguerite résonnaient encore dans ma tête. Ce qu'elle cache. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Étais-je vraiment coupable de quelque chose sans le savoir? Et Julien? Comment avait-il pu me trahir ainsi? Quand nous sommes arrivés chez Sophie, elle m'a accueilli les bras ouverts, sans poser de questions. Elle m'a enveloppé dans une couverture, m'a préparé un thé brûlant, et m'a laissé pleurer sur son épaule. Antoine, lui, arpentait le salon, furieux, jurant qu'il découvrirait la vérité. Il y a quelque chose qui cloche dans cette famille, Claire, m'a-t-il dit, son regard brûlant. Marguerite n'agit pas comme ça sans raison. Elle cache quelque chose, et je vais trouver quoi. Ce soir-là, blotti dans le canapé de Sophie, je me suis sentie à la fois brisée et déterminée. L'humiliation, la douleur, la trahison de Julien me hantaient, mais l'arrivée d'Antoine avait tout changé. Il était là, comme toujours, pour me protéger. Et quelque chose me disait que ce n'était que le début, que ce moment sur le perron n'était qu'une fissure dans un mur bien plus grand, un mur qui cachait des secrets que j'étais loin d'imaginer. Le canapé de Sophie était doux sous mes doigts, mais il ne parvenait pas à apaiser la tempête qui faisait rage dans ma poitrine. Cela faisait 3 jours que j'avais trouvé refuge chez elle, 3 jours depuis l'humiliation sur le perron de la maison de Marguerite. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le regard glacial de ma belle-mère, son sourire cruel, et pire encore, le rire de Julien, cet homme que j'avais aimé si fort, si longtemps. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu croire que notre mariage était solide, que nous étions une équipe? Les larmes menaçaient de couler à nouveau, mais je les ravalais. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer, pas maintenant. Pas avec Antoine à mes côtés, déterminé à découvrir ce qui se cachait derrière cette scène. Sophie était un ange. Elle m'avait accueilli sans poser de questions, m'avait donné des vêtements, une chambre, et surtout, une écoute. Ce matin-là, elle était assise en face de moi, une tasse de café fumante entre les mains, ses yeux bruns pleins de compassion. Claire, tu n'es pas obligée de tout porter sur tes épaules, m'a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. Ce que Julien et Marguerite t'ont fait, c'est impardonnable. Mais tu es plus forte que ça. Tu l'as toujours été. J'ai esquissé un sourire triste. Je ne me sens pas forte, Sophie. Je me sens brisée. Le mot est sorti tout seul, chargé de toute la douleur que je retenais depuis des jours. Pourquoi Marguerite me déteste autant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Sophie a secoué la tête, ses boucles blondes dansant autour de son visage.
Ce n'est pas toi, Claire. Marguerite a toujours été une femme toxique. Tu te souviens, quand je t'ai rencontrée, je t'avais dit de te méfier d'elle? Elle a cette façon de manipuler les gens, de les faire douter d'eux-mêmes. Et Julien? Elle s'est arrêtée, cherchant ses mots. Julien t'aime, je crois, mais il n'a jamais eu le courage de tenir tête à sa mère. Ces mots étaient comme un couteau dans une plaie ouverte. Julien m'aimait. Ou du moins, c'est ce que j'avais cru. Depuis l'incident, il m'avait envoyé des messages, des appels, des excuses maladroites. Claire, je suis désolée, c'était une blague qui a mal tourné, disait l'un de ses textos. Une blague? Me pousser dehors, à moitié nue, pendant que sa mère m'insultait? Si c'était une blague, elle n'avait rien de drôle. J'avais ignoré ses messages, mais chaque notification faisait battre mon cœur un peu plus fort, un mélange de colère et de chagrin. Antoine, lui, n'avait pas perdu de temps. Depuis notre arrivée chez Sophie, il s'était transformé en détective. Il passait des heures au téléphone, discutant avec des amis, des collègues, cherchant des informations sur Marguerite et la famille de Julien. Ce matin-là, il était entré dans le salon, un carnet à la main, le regard déterminé. « Claire, j'ai trouvé quelque chose », a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi. Marguerite n'est pas juste une vieille femme aigrie. Il y a des rumeurs dans la ville, des histoires sur la famille. Tu savais que la maison où elle vit, ce manoir, est au cœur d'un conflit d'héritage? J'ai froncé les sourcils, confuse. Un conflit d'héritage? Non, Julien n'en a jamais parlé. Il disait juste que la maison appartenait à sa mère depuis la mort de son père. Antoine a hoché la tête, griffonnant quelque chose dans son carnet. Exactement. Mais apparemment, ce n'est pas si simple. Le père de Julien, Paul, était un homme riche. Il possédait des terres, des propriétés, et pas seulement ce manoir. D'après ce que j'ai entendu, il y a eu des disputes à l'époque, juste avant sa mort. Certains disent que Marguerite a tout fait pour garder le contrôle de l'héritage, au détriment d'autres membres de la famille. Mais quel rapport avec moi? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Pourquoi me déteste-t-elle autant? Antoine a posé une main sur mon épaule, son regard plein de compassion. Je ne sais pas encore, Claire. Mais je vais trouver. Je te promets. Ces mots étaient réconfortants, mais ils ne pouvaient pas effacer le sentiment d'isolement qui grandissait en moi. Pendant ce temps, Marguerite ne restait pas inactive. Sophie m'avait raconté ce qu'elle avait entendu en ville, des rumeurs, des murmures, des insinuations. Marguerite parlait de moi à qui voulait l'entendre, disant que j'étais une femme, instable, indigne de son fils. Elle racontait des histoires, prétendant que j'avais des secrets, que j'étais entrée dans la famille pour des raisons intéressées. Chaque mot qu'elle prononçait était une nouvelle blessure, une nouvelle humiliation. Je n'osais plus sortir, de peur de croiser un regard accusateur, de peur d'entendre ces murmures. Claire, tu ne peux pas te cacher ici pour toujours, m'a dit Sophie un soir, alors que nous dînions ensemble. Tu dois te battre. Tu n'as rien fait de mal. C'est eux qui devraient avoir honte, pas toi. Me battre, ai-je murmuré, jouant avec ma fourchette. Contre quoi? Contre Marguerite? Contre Julien? Je ne sais même pas par où commencer. Sophie a pris ma main, ses yeux brillants d'une détermination que j'enviais. Commence par toi. Par retrouver qui tu es. Tu es Claire, la femme qui a toujours relevé les défis, qui a toujours su se débrouiller. Marguerite veut te faire croire que tu es faible, mais elle a tort. Ces mots m'ont touchée, mais ils n'ont pas suffi à dissiper le brouillard dans mon esprit. Chaque nuit, je faisais des cauchemars, revoyant la scène sur le perron, entendant les insultes de Marguerite, sentant la main de Julien me pousser dehors. Et puis, il y avait cette phrase qu'elle avait répétée à Antoine, « Demande à ta chère sœur ce qu'elle cache. » Qu'est-ce que cela signifiait? Je n'avais aucun secret, aucun passé trouble. J'avais grandi dans une famille simple, j'avais aimé Julien sincèrement, je n'avais jamais cherché à nuire à qui que ce soit. Alors pourquoi Marguerite semblait-elle si convaincue que j'étais une menace? Le lendemain matin, tout a pris une tournure encore plus inquiétante. En descendant prendre le petit déjeuner, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous la porte de Sophie. Pas d'adresse, pas de nom,
juste une enveloppe blanche, scellée avec un ruban adhésif. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une simple feuille, écrite à la main, avec ces mots, « Fais attention, Claire. Il y a un danger dans cette maison. Ne retourne pas là-bas. » J'ai senti mon sang se glacer. Sophie, qui était entrée dans la pièce à ce moment-là, a vu mon expression et s'est précipitée vers moi. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, prenant la lettre. Elle l'a lue, son visage pâlissant. « Qui a envoyé ça ? » « Je ne sais pas », ai-je murmuré, ma voix à peine audible. « Ça n'a pas de signature. » Antoine, alerté par nos voix, est arrivé à son tour. Il a pris la lettre, l'a lue, et son visage s'est durci. « Ça suffit », a-t-il dit, froissant le papier dans sa main. « Quelqu'un essaie de t'effrayer, Claire. Et je parie que Marguerite est derrière tout ça. »« Mais pourquoi ?» ai-je crié, les larmes montant à nouveau. « Pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'elle veut ?» Antoine m'a regardé, son regard intense. « Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. En attendant, tu ne retournes pas dans cette maison. Pas sans moi. » Ce jour-là, Antoine a décidé de rester en ville plus longtemps. Il a annulé ses engagements professionnels, déterminé à rester à mes côtés jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passait. Il a commencé à poser des questions, à fouiller, à parler aux gens du quartier. Il a découvert que Marguerite avait une réputation ambivalente, respectée par certains pour sa fortune et son statut, crainte par d'autres pour son tempérament manipulateur. Une vieille voisine, Madame Leclerc, lui a raconté une anecdote troublante. Après la mort de Paul, Marguerite a changé, avait-elle dit. Elle est devenue plus dure, plus secrète. Et cette maison, il y a des choses là-dedans que personne ne voit. Des pièces fermées, des histoires qu'on ne raconte pas. Pendant ce temps, Julien continuait de m'envoyer des messages. Certains étaient des excuses, d'autres des justifications. Maman était en colère, elle ne pensait pas ce qu'elle disait, écrivait-il. Reviens à la maison, Claire, on peut arranger les choses. Mais chaque mot qu'il écrivait sonnait creux. Comment pouvais-je retourner auprès d'un homme qui m'avait humilié ainsi ? Qui avait ri pendant que sa mère m'insultait ? Pourtant, une partie de moi, celle qu'il avait aimée pendant 10 ans, voulait encore croire qu'il pouvait changer, qu'il pouvait redevenir l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Un soir, alors que je lisais ses messages, Sophie m'a surprise. « Claire, arrête de te torturer avec ça », a-t-elle dit, prenant mon téléphone. « Julien ne mérite pas tes larmes. Et Marguerite, elle veut te briser. Ne la laisse pas gagner. » Elle avait raison, je le savais. Mais la peur et le doute s'étaient installés en moi, comme un poison. Et cette lettre anonyme ? Elle tournait en boucle dans ma tête. Qui l'avait envoyée ? Était-ce un avertissement sincère, ou une nouvelle manipulation de Marguerite ? Et si c'était vrai, quel danger m'attendait dans cette maison ? Antoine, lui, était plus déterminé que jamais. Demain, je vais aller parler à quelqu'un qui connaissait Paul, m'a-t-il dit, son regard brûlant de détermination. Il y a quelque chose dans cette histoire d'héritage, Claire. Quelque chose que Marguerite ne veut pas qu'on découvre. Et je parie que ça a un rapport avec toi. Je l'ai regardé, partagé entre la gratitude et la peur. Sois prudent, Antoine, ai-je murmuré. Marguerite, elle est capable de tout. Il a souri, un sourire qui m'a rappelé notre enfance, quand il me promettait de chasser les monstres sous mon lit. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Les monstres, je sais m'en occuper. Mais au fond de moi, je savais que ce monstre-là était différent. Marguerite n'était pas juste une belle-mère autoritaire. Elle cachait quelque chose de sombre, de dangereux. Et maintenant, avec cette lettre anonyme, j'avais l'impression que le danger se rapprochait, qu'il me guettait dans l'ombre. Ce n'était plus seulement une question d'humiliation ou de trahison. C'était une question de survie. La lettre anonyme reposait sur la table basse du salon de Sophie, comme un objet maudit dont personne n'osait s'approcher. Chaque mot, écrit d'une main tremblante, semblait vibrer d'une menace invisible. « Fais attention, Claire. Il y a un danger dans cette maison. Ne retourne pas là-bas. » Depuis que je l'avais découverte, une boule d'angoisse s'était installée dans ma poitrine, ne me laissant aucun répit. Qui l'avait envoyée ?
Était-ce une mise en garde sincère ou une nouvelle tentative de Marguerite pour me terroriser? Et si c'était vrai, quel danger m'attendait dans ce manoir, ce lieu qui, depuis des années, me donnait l'impression de murmurer des secrets à chaque coin de couloir? Antoine, lui, ne perdait pas de temps. Chaque matin, il partait en quête d'indices, comme un chasseur traquant une proie invisible. Il avait décidé de rester en ville, mettant sa vie professionnelle entre parenthèses pour moi. Cela me touchait profondément, mais cela me terrifiait aussi. Et si, en creusant dans le passé de Marguerite, il s'exposait lui aussi à ce « danger » dont parlait la lettre? Je n'osais pas le lui dire, de peur de le décourager. Antoine était ma bouée de sauvetage, la seule personne qui me donnait encore l'espoir de comprendre ce qui se passait. Ce matin-là, il était revenu d'une de ses « missions », comme il les appelait, le visage marqué par une détermination farouche. « Claire, j'ai parlé à un ancien notaire qui connaissait Paul, le père de Julien », m'a-t-il annoncé en s'asseyant à côté de moi. Sophie, qui épluchait des légumes dans la cuisine, a levé les yeux, intriguée. Il m'a raconté des choses troublantes. Apparemment, la mort de Paul n'était pas aussi simple qu'un accident, comme Marguerite le prétend. Il y avait des rumeurs, à l'époque. Des gens pensaient qu'elle avait accéléré les choses. J'ai senti un frisson me parcourir. Accéléré? Tu veux dire qu'elle aurait quelque chose à voir avec sa mort? Antoine a haussé les épaules, mais son regard était grave. Personne n'a de preuves, Claire. Mais le notaire m'a dit que Paul et Marguerite se disputaient souvent à propos de l'héritage. Paul voulait vendre certaines propriétés, donner une partie de l'argent à des œuvres de charité. Marguerite, elle, voulait tout garder, pour Julien, pour la famille. Après sa mort, elle a pris le contrôle de tout, et les rumeurs ont cessé. Mais il a marqué une pause, comme s'il pesait ses mots. Il y a autre chose. Le notaire a mentionné un testament, un document que Paul aurait rédigé peu avant sa mort. Personne ne l'a jamais vu. Marguerite a toujours dit qu'il n'existait pas un testament? Cette révélation m'a laissé sans voix. Était-ce cela, le secret que Marguerite protégeait si farouchement? Et quel rapport avec moi? J'ai secoué la tête, essayant de rassembler mes pensées. Antoine, même si c'est vrai, pourquoi me viser, moi? Je ne savais rien de tout ça. Je n'ai jamais parlé d'héritage avec Julien. Antoine m'a regardé, ses yeux pleins de compassion. Je ne sais pas encore, Claire. Mais je suis sûre d'une chose, Marguerite te voit comme une menace. Peut-être qu'elle pense que tu sais quelque chose, ou que tu pourrais découvrir quelque chose. Sophie, qui nous avait rejoints, a posé une main sur mon bras. Claire, tu dois arrêter de te torturer avec des questions. Laisse Antoine faire ce qu'il fait de mieux. Toi, concentre-toi sur toi. Tu ne peux pas rester enfermée ici à ressasser. Elle avait raison, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Chaque jour, je sentais le poids des rumeurs que Marguerite répandait en ville. Les gens me regardaient différemment, ou du moins, c'est ce que je croyais. Une voisine m'avait croisée au marché et avait détourné les yeux, comme si j'étais une paria. Les mots de Marguerite, immonde, saleté, résonnaient encore dans ma tête, sapant ce qu'il me restait de confiance en moi. Et Julien. Ces messages continuaient d'arriver, oscillant entre excuses et justifications. Claire, reviens, on peut parler. Maman ne voulait pas te blesser. Comment pouvait-il être aussi aveugle? Chaque mot qu'il écrivait me rappelait son rire, ce rire cruel qui m'avait brisé. Mais je ne pouvais pas rester chez Sophie indéfiniment. J'avais besoin de mes affaires, de mes vêtements, de mes souvenirs. Alors, contre l'avis d'Antoine, j'ai décidé de retourner au manoir de Marguerite pour récupérer ce qui m'appartenait. Pas seul, a insisté Antoine. Je viens avec toi. Le lendemain, nous nous sommes rendus au manoir. L'imposante façade de pierre semblait plus menaçante que jamais, comme si la maison elle-même me rejetait. J'ai pris une profonde inspiration, frappant à la porte. Ce fut Marguerite qui ouvrit, son visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. « Tiens, Claire, a-t-elle dit, sa voix mielleuse. Tu oses revenir après tout ce que tu as fait? » Ce que j'ai fait, ai-je rétorqué, sentant la colère monter en moi. C'est toi qui m'as insulté, qui m'as humilié.
Je veux juste récupérer mes affaires. Elle a ricané, croisant les bras. Tes affaires? Cette maison n'est pas un hôtel, Claire. Si tu veux quelque chose, tu devras le mériter. Antoine s'est avancé, sa carrure imposante dominant Marguerite. Ça suffit, Marguerite. Laissez-nous entrer, ou je fais venir la police. Son regard s'est durci, mais elle s'est écartée, nous laissant passer. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Julien était là, dans le salon, l'air mal à l'aise. Claire. A-t-il commencé, mais je l'ai coupé point. Ne dis rien, Julien. Je ne suis pas là pour parler. Je veux juste mes affaires. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Marguerite, elle, n'avait pas fini. Elle s'est approchée de moi, sa voix basse, presque un murmure. Tu crois que tu peux fouiller dans notre famille, Claire? Tu crois que tu peux détruire ce que j'ai construit? Elle s'est penchée plus près, et j'ai senti son souffle sur mon visage. Fais attention. D'autres avant toi ont essayé, et ils ne sont plus là pour en parler. Ces mots m'ont glacé. Était-ce une menace? Une allusion à Paul? À quelqu'un d'autre? Antoine, qui avait entendu, a saisi Marguerite par le bras, pas assez fort pour lui faire mal, mais assez pour la faire reculer. Ne vous approchez plus de ma sœur, a-t-il dit, sa voix tremblante de colère. Vous ne la toucherez pas, Marguerite s'est dégagée, un sourire narquois sur les lèvres. Oh, Antoine, tu es si protecteur. Mais tu ne sais pas tout. Demande à Claire ce qu'elle cache. Je ne cache rien, ai-je crié, les larmes aux yeux. Arrêtez de dire ça. Mais Marguerite s'est contentée de rire, un son froid qui résonnait dans la pièce. Julien, lui, restait silencieux, les yeux fixés sur le sol. J'ai couru à l'étage, Antoine sur mes talons, et j'ai commencé à rassembler mes affaires dans la chambre d'amis où je dormais parfois. Chaque vêtement, chaque objet semblait chargé de souvenirs d'un mariage qui s'effondrait point alors que je fouillais dans une armoire. Antoine a remarqué une boîte en bois, cachée derrière une pile de draps. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il murmuré, l'ouvrant avec précaution. À l'intérieur, il y avait un vieux journal intime, relié en cuir, avec les initiales « PD » gravées sur la couverture. Paul Dubois, le père de Julien. Mon cœur s'est accéléré. Antoine a feuilleté les pages, et une phrase a attiré son attention, « Le testament est en sécurité. Elle ne le trouvera jamais. » Nous nous sommes regardés, le souffle court. Était-ce la clé? Le testament dont parlait le notaire? Avant que nous puissions lire davantage, des pas lourds ont résonné dans l'escalier. Marguerite. Qu'est-ce que vous faites là-haut? A-t-elle crié, sa voix pleine de suspicion. Antoine a glissé le journal dans sa veste. Rien, on prend les affaires de Claire, a-t-il répondu, me faisant signe de me dépêcher. Nous sommes redescendus, mes sacs à la main, sous le regard perçant de Marguerite. Julien, toujours silencieux, n'a même pas levé les yeux. En quittant le manoir, j'ai senti une étrange sensation, comme si quelqu'un nous observait. En me retournant, j'ai aperçu une silhouette au coin de la rue, un homme en manteau sombre, immobile. Antoine, tu as vu ça, ai-je murmuré, mon cœur battant. Et elle a suivi mon regard, mais la silhouette avait disparu. Probablement rien, a-t-il dit, mais son ton n'était pas convaincant. Nous sommes montés dans la voiture, le journal intime brûlant comme un secret entre nous. Ce soir-là, chez Sophie, Antoine a commencé à lire le journal à voix haute. Les mots de Paul parlaient d'un homme tourmenté, en conflit avec sa femme, déterminé à protéger un héritage qu'il jugeait mal géré. Une phrase nous a particulièrement marqués, « Si quelque chose m'arrive, ce n'est pas un accident ». Le danger mentionné dans la lettre anonyme semblait soudain bien réel. Et cet homme en manteau sombre? Était-il un allié, un ennemi, ou une nouvelle pièce du puzzle? Une chose était sûre, Marguerite ne reculerait devant rien pour protéger ses secrets. Et moi, j'étais au centre de cette tempête, sans savoir pourquoi. Le journal de Paul reposait entre mes mains comme une bombe à retardement. Chaque page que nous avions lue, Antoine et moi, semblait ouvrir une nouvelle fissure dans le mur de secrets que Marguerite avait construit autour de sa famille. Les mots de Paul, écrits d'une plume nerveuse, racontaient une histoire de méfiance, de dispute,
et d'une lutte pour protéger un héritage qu'il jugeait menacé. Mais c'était cette phrase, notée dans les dernières pages, qui nous hantait: le testament est en sécurité. Elle ne le trouvera jamais. Était-ce la clé de tout? Le secret que Marguerite voulait garder à tout prix? Et pourquoi semblait-elle penser que j'avais un lien avec cela? Antoine était convaincu que la réponse se trouvait dans le manoir. Il faut retourner là-bas, Claire, m'avait-il dit la veille, son regard brûlant de détermination. Si ce testament existe, il est quelque part dans cette maison. Et je parie que Marguerite le sait. L'idée de remettre les pieds dans ce lieu me terrifiait. Les murs de pierre, les couloirs sombres, le regard glacial de Marguerite. Tout dans ce manoir semblait conçu pour m'étouffer. Mais Antoine avait raison. Nous ne pouvions pas continuer à fuir. Si Marguerite me voyait comme une menace, c'était peut-être parce que ce testament contenait quelque chose qui pouvait changer tout ce qu'elle avait construit. Et puis, il y avait cette lettre anonyme, ce « danger » dont elle parlait. Je devais savoir. Je devais comprendre. Nous avons attendu la nuit pour agir. Antoine avait appris que Marguerite sortait tous les jeudis soirs pour jouer au bridge avec ses amis, laissant la maison presque vide. Julien, lui, passait ses soirées au bureau, ou du moins, c'est ce qu'il prétendait. C'est notre chance, avait murmuré Antoine en préparant un sac avec une lampe torche, des gants, et une clé que j'avais conservée, celle de l'entrée de service. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce de la folie? Entrer par effraction dans la maison de ma belle-mère? Mais je n'avais plus le choix. J'avais besoin de réponses. Sous un ciel sans lune, nous nous sommes glissés dans l'allée du manoir. La maison se dressait devant nous, sombre et imposante, comme un géant endormi. La clé a tourné dans la serrure avec un cliquetis qui m'a semblé résonner dans toute la ville. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de cire et de vieux bois. Chaque pas faisait craquer le plancher, et je retenais mon souffle, certaine que quelqu'un allait surgir à tout moment. Par où on commence, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Antoine a pointé sa lampe vers l'escalier. Le grenier. C'est là qu'on cache les choses qu'on ne veut pas qu'on trouve. Nous sommes montés, évitant les marches qui grinçaient le plus. Le grenier était un chaos de malles poussiéreuses, de meubles recouverts de draps, et de toiles d'araignée qui dansaient dans le faisceau de la lampe. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne trahisse notre présence. Nous avons fouillé pendant ce qui m'a semblé une éternité, ouvrant des boîtes, déplaçant des objets, jusqu'à ce qu'Antoine tombe sur une malle en métal, fermée par un cadenas rouillé. Ça pourrait être ça, a-t-il dit, sortant un petit outil de son sac. En quelques minutes, il a forcé le cadenas, et la malle s'est ouverte dans un grincement. À l'intérieur, parmi des lettres jaunies et des vêtements moisis, il y avait une enveloppe scellée, marquée des initiales, PD. Mes mains tremblaient en la prenant. C'était le testament. Nous l'avons ouvert avec précaution. Les mots, écrits à l'encre noire, étaient clairs et précis. Paul Dubois léguait une partie importante de ses biens, des terres, des propriétés, et une somme d'argent considérable à une organisation caritative dédiée aux enfants défavorisés. Le reste devait être partagé entre Julien et d'autres membres éloignés de la famille, mais Marguerite n'était mentionnée que comme exécutrice testamentaire, sans droit direct sur la fortune. Elle ne le trouvera jamais, avait écrit Paul. Maintenant, je comprenais pourquoi. Elle a tout volé, ai-je murmuré, abasourdi. Marguerite a caché ce testament pour garder le contrôle. Antoine a hoché la tête, son visage sombre. Et elle pense que tu es une menace parce que tu pourrais exposer la vérité. Avant que nous puissions continuer, un bruit a retenti en bas, la porte d'entrée qui s'ouvrait. Mon sang s'est glacé. Marguerite. Elle était revenue plus tôt que prévu. Des pas lourds montaient déjà l'escalier, accompagnés de sa voix, furieuse. Qui est là? Sortez immédiatement. Antoine a glissé le testament dans sa veste, me faisant signe de rester derrière lui. Mais il était trop tard. La porte du grenier s'est ouverte à la volée, et Marguerite est apparue, une lampe de poche à la main, son visage déformé par la rage. Vous, a-t-elle hurlé en me voyant. Comment osez-vous fouiller dans mes affaires? Ce ne sont pas vos affaires, a rétorqué Antoine, brandissant l'enveloppe. C'est le testament de Paul. Vous l'avez caché pendant toutes ces années.
Les yeux de Marguerite se sont écarquillés, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. Mais elle s'est reprise, s'avançant vers nous, les mains tendues comme pour arracher le document. « Donnez-moi ça » a-t-elle crié. « Vous ne savez pas ce que vous faites. » J'ai reculé, le cœur battant, mais Antoine s'est interposé. « Reculez, Marguerite. C'est fini. On sait tout. » Elle a éclaté d'un rire hystérique, un son qui m'a fait frissonner. « Tout ? Vous ne savez rien. Claire, tu crois que tu peux détruire ma famille ? Tu crois que je vais te laisser faire ? » Elle s'est tournée vers moi, son regard brûlant de haine. « Tu savais, n'est-ce pas ? Tu savais pour le testament. C'est pour ça que tu t'es insinué dans la vie de mon fils. » « Je ne savais rien, » ai-je crié, les larmes aux yeux. « Pourquoi tu me détestes autant ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? » À ce moment-là, Julien est apparu dans l'embrasure de la porte, essoufflé, comme s'il venait de courir. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Claire, Antoine, qu'est-ce que vous faites ici ? Ils volent, Julien, a hurlé Marguerite, pointant le testament. Ils veulent détruire tout ce que nous avons. Julien m'a regardé, son visage déchiré par la confusion. Claire, c'est vrai ? J'ai secoué la tête, désespéré. Julien, lis ce testament. Ton père voulait que l'argent aille à des œuvres de charité, pas à ta mère. Elle t'a menti, pendant toutes ces années. Il a hésité, ses yeux passant de moi à Marguerite. Puis, à ma grande horreur, il s'est avancé vers sa mère, prenant sa main. Maman, calme-toi. On va régler ça. Régler ça, ai-je crié, ma voix brisée. Julien, elle m'a humiliée, elle m'a traité comme une moins que rien, et toi, tu l'as laissé faire. Et maintenant, tu prends son parti ? Il a baissé les yeux, incapable de répondre. Marguerite, elle, a saisi l'opportunité. Elle s'est jetée sur Antoine, essayant de lui arracher le testament. Une lutte s'est engagée, brève mais violente. Antoine l'a repoussée, mais le testament est tombé au sol, les pages s'éparpillant. Marguerite s'est précipitée pour les ramasser, mais j'ai été plus rapide, saisissant le document principal avant qu'elle ne puisse l'atteindre point. Non, a-t-elle hurlé, se jetant sur moi. Ses ongles ont griffé mon bras, et j'ai trébuché, tombant contre une malle. La douleur a explosé dans mon épaule, mais je tenais le testament, refusant de lâcher. Antoine l'a écarté, la plaquant contre le mur avec une force contenue. Point. Ça suffit, Marguerite, a-t-il rugi. Vous avez perdu. Ce testament ira aux autorités, et vous répondrez de ce que vous avez fait. Elle s'est figée, son souffle rauque, ses yeux brillants de larmes et de rage. Vous ne comprenez pas, a-t-elle murmuré. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger Julien. Pour protéger notre famille. À cet instant, un bruit de pas a retenti dans l'escalier. Une voix grave, inconnue, a résonné. Pas si vite, Madame Dubois. Nous nous sommes tous tournés. Un homme en manteau sombre se tenait là, celui que j'avais aperçu au coin de la rue quelques jours plus tôt. Il tenait un dossier à la main, son visage impassible mais déterminé. Je suis Frédéric Martin, détective privé, a-t-il annoncé. J'ai été engagé pour enquêter sur la mort de Paul Dubois. Et j'ai des preuves que vous, Marguerite, avez joué un rôle dans sa disparition. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marguerite s'est effondrée sur une chaise, son visage blême. Julien, lui, semblait pétrifié. Maman, c'est vrai, a-t-il murmuré, sa voix tremblante. Le détective a ouvert son dossier, révélant des documents, des photos, des témoignages. Un témoin a vu Marguerite falsifier des documents après la mort de Paul. Et il y a des incohérences dans le rapport d'autopsie. La police rouvre l'enquête. J'ai regardé Marguerite, puis Julien, puis le testament dans mes mains. Tout s'effondrait. La femme qui m'avait humiliée, qui m'avait traité de « saleté », était peut-être bien plus qu'une belle-mère toxique. Était-elle une criminelle ? Et Julien ? L'homme que j'avais aimé, celui qui m'avait trahi, choisissait encore sa mère, même maintenant. Point. Julien, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mes joues. Comment peux-tu rester là, à la défendre ? Après tout ça ? Il m'a regardé, les yeux pleins de douleur,
mais il n'a rien dit. Ce silence était plus douloureux que n'importe quelle insulte de Marguerite. À cet instant, j'ai su que notre mariage était fini. Mais j'ai aussi senti une force nouvelle naître en moi. J'avais le testament, j'avais la vérité, et j'avais Antoine à mes côtés. Marguerite pouvait me menacer, me haïr, mais elle ne me briserait pas. Le détective a pris la parole. Je vous conseille de venir avec moi, Madame Dubois. La police voudra vous entendre. Marguerite s'est levée, chancelante, mais son regard était toujours plein de défis. Vous regretterez ça, Claire, a-t-elle murmuré avant de suivre le détective. Antoine m'a entouré de ses bras, et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que je pouvais respirer. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Marguerite n'abandonnerait pas si facilement. Et Julien? Que ferait-il maintenant? Le silence dans le grenier était oppressant, comme si la maison elle-même retenait son souffle après la tempête qui venait d'éclater. Marguerite était partie, escortée par le détective privé, Frédéric Martin, dont les mots résonnaient encore dans ma tête. La police voudra vous entendre. Le testament de Paul, serré dans mes mains, semblait peser des tonnes. Ces quelques pages jaunies avaient fait voler en éclats le mur de secret que Marguerite avait érigé pendant des années. Mais à quel prix? Julien, mon mari, l'homme que j'avais aimé pendant une décennie, se tenait là, au milieu des débris de cette vérité explosive, les yeux baissés, incapable de croiser mon regard. Antoine, à mes côtés, me soutenait d'une main ferme, mais je sentais son propre cœur battre à tout rompre, partagé entre la colère et l'inquiétude. Claire, a murmuré Julien, sa voix tremblante. Je ne savais pas. Je te jure, je ne savais rien de tout ça. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai vu ni l'homme que j'aimais, ni celui qui m'avait fait rire, ni celui avec qui j'avais rêvé d'un avenir. Je n'ai vu qu'un homme faible, incapable de choisir, incapable de me protéger. Tu ne savais pas, ai-je répondu, ma voix brisée par la douleur et la colère. Tu ne savais pas que ta mère me haïssait? Que pendant des années, elle m'a rabaissée, insultée, et que tu n'as jamais rien fait pour l'arrêter? Tu ne savais pas, Julien, quand tu m'as poussé dehors, à moitié nu, en riant? Il a tressailli, comme si mes mots l'avaient frappé physiquement. Ce n'était pas. Je ne voulais pas. Il s'est interrompu, cherchant ses mots, mais il n'y avait rien à dire. Chaque excuse qu'il pourrait offrir était vide, usée par sa propre lâcheté. Antoine a fait un pas vers lui, son regard brûlant. Tu as laissé ta mère détruire ta femme, Julien. Et maintenant, tu veux qu'elle te pardonne? Tu ne mérites pas Claire. Tu ne l'as jamais mérité. Julien a levé les yeux, et pour un instant, j'ai vu une lueur de désespoir dans son regard. Claire, s'il te plaît, donne-moi une chance. On peut tout recommencer, toi et moi. Sans ma mère, sans tout ça. J'ai secoué la tête, les larmes coulant sur mes joues. Non, Julien. C'est trop tard. Tu as fait ton choix, là dehors, sur ce perron. Et tu l'as refait ce soir, en restant à ses côtés. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une force nouvelle monter en moi, une force née de la douleur, mais aussi de la vérité. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que toi. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'en est sorti. Il s'est contenté de baisser la tête, vaincu. Antoine m'a entouré de son bras, me guidant vers la sortie. Viens, Claire. On s'en va. Nous sommes sortis du manoir, le testament soigneusement rangé dans la veste d'Antoine. L'air frais de la nuit m'a enveloppé, apaisant la brûlure dans ma poitrine. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Marguerite avait été emmenée par le détective, mais ses dernières paroles, « Vous regretterez ça, Claire », résonnaient comme une menace qui refusait de s'éteindre. Le lendemain, Antoine et moi avons apporté le testament à la police. Frédéric Martin, le détective, était là pour nous accueillir. Il nous a expliqué que les preuves qu'il avait rassemblées, combinées au testament, suffisaient pour rouvrir l'enquête sur la mort de Paul Dubois. Marguerite sera interrogée, a-t-il dit, son ton professionnel mais empreint d'une gravité qui ne laissait aucun doute sur la sérieux de l'affaire. Les incohérences dans l'autopsie, les témoignages, et maintenant ce testament. Tout indique qu'elle a manipulé la situation pour s'approprier l'héritage. J'ai hoché la tête, encore sous le choc.
Et si elle est reconnue coupable, qu'est-ce qui se passera? Frédéric a esquissé un sourire triste. Si les preuves tiennent, elle pourrait être inculpée pour fraude, voire pire, selon ce que l'enquête révèle sur la mort de Paul. Mais ce ne sera pas rapide. La justice prend du temps. Antoine a serré ma main. Peu importe le temps que ça prend, Claire. Elle ne te fera plus de mal. Mais même avec Marguerite sous la loupe de la justice, je ne pouvais me défaire de cette sensation de malaise. Ses mots, son regard, sa haine. Ils étaient gravés en moi, comme une cicatrice que je porterais toujours. Et Julien. Chaque fois que je pensais à lui, mon cœur se serrait, partagé entre l'amour que j'avais ressenti et la douleur de sa trahison. Quelques jours plus tard, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre de ce mariage brisé. Avec l'aide de Sophie et d'Antoine, j'ai contacté un avocat pour entamer une procédure de divorce. Ce fut l'un des moments les plus douloureux de ma vie, signer ces papiers, mettre un terme officiel à 10 ans de ma vie. Mais c'était aussi libérateur. Chaque signature était un pas vers ma liberté, vers une vie où je n'aurais plus à craindre les jugements de Marguerite ou les silences de Julien. Sophie, fidèle à son rôle d'amie indéfectible, m'a aidé à m'installer dans un petit appartement en ville. C'était modeste, loin du manoir de Marguerite ou de la maison que j'avais partagée avec Julien, mais c'était à moi. Chaque meuble, chaque rideau, chaque tasse que je posais sur l'étagère était un choix, une affirmation de ma nouvelle vie. Antoine, lui, passait tous les jours, s'assurant que j'allais bien, me racontant ses progrès dans ses recherches sur Marguerite. Il avait découvert d'autres documents, des lettres de Paul à un ami, où il exprimait sa peur que Marguerite ne fasse quelque chose d'irréparable, mais même avec ces révélations, la vie n'était pas simple. Les nuits étaient les pires. Seul dans mon nouvel appartement, je revivais l'humiliation du perron, les insultes de Marguerite, le rire de Julien. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, certaine d'entendre des pas dans le couloir. La lettre anonyme, toujours posée sur ma table de nuit, me hantait. Qui l'avait envoyée? Était-ce quelqu'un qui voulait m'aider, ou une nouvelle manipulation? Et Marguerite. Même si elle était sous surveillance policière, je ne pouvais m'empêcher de craindre sa vengeance. Un soir, alors que j'essayais de lire pour me changer les idées, on a frappé à ma porte. Mon cœur s'est arrêté. Antoine était en rendez-vous avec Frédéric, et Sophie travaillait tard. Qui pouvait venir à cette heure? J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte, prête à tout. C'était Julien. Et elle se tenait là, les épaules voûtées, les yeux rougis. Claire, je t'en supplie, écoute-moi, a-t-il dit, sa voix tremblante. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je n'ai pas été l'homme que tu méritais. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai senti une vague de colère et de tristesse m'envahir. Tu m'aimes, ai-je répondu, ma voix tremblante. Tu m'aimes, mais tu m'as laissé dehors, humilié, pendant que ta mère m'insultait. Tu m'aimes, mais tu n'as jamais pris ma défense. Tu m'aimes, Julien, mais tu as choisi ta mère, encore et encore. Il a baissé la tête, les larmes coulant sur ses joues. J'étais faible, Claire. J'étais perdue. Ma mère, elle m'a toujours contrôlée. Mais maintenant, je vois clair. Je veux changer. Je veux être avec toi. J'ai fermé les yeux, luttant contre l'envie de le croire, de retomber dans ses bras. Mais la douleur était trop vive, la trahison trop profonde. Non, Julien, ai-je dit, ma voix ferme malgré les larmes. Tu avais ta chance. Tu l'as eue pendant 10 ans. Maintenant, c'est fini. Il m'a regardé, désespéré, puis il a hoché la tête, comme s'il acceptait enfin la vérité. Je suis désolé, Claire. Pour tout. Il a tourné les talons et est parti, laissant derrière lui un silence qui pesait comme un adieu. Ce soir-là, j'ai pleuré, mais pas seulement de tristesse. C'était aussi un soulagement, une libération. J'avais dit non. J'avais choisi moi, pour la première fois depuis longtemps. Sophie, quand je lui ai raconté, m'a serré dans ses bras. Tu es incroyable, Claire. Tu es plus forte que tu ne le crois. Et elle avait raison. Quelques jours plus tard, elle m'a présenté une opportunité, un poste dans une petite librairie qu'une amie à elle ouvrait en ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, une chance de reconstruire ma vie,
de retrouver un sens. J'ai accepté, sentant pour la première fois une lueur d'espoir percer les ténèbres. Mais juste au moment où je commençais à croire que je pouvais tourner la page, une nouvelle ombre est apparue. Antoine m'a appelé un matin, sa voix tendue. « Claire, j'ai des nouvelles. Marguerite a été libérée sous caution. Elle est de retour au manoir. » Mon cœur s'est serré. Libérée ? Mais l'enquête. Elle a un bon avocat, a-t-il répondu, la colère perçant dans sa voix. Mais ne t'inquiète pas. Elle est sous surveillance. Elle ne peut pas t'approcher. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir cette peur familière. Marguerite n'était pas femme à abandonner. Ces dernières paroles, vous regretterez ça, résonnaient comme une promesse. Et cette lettre anonyme ? Était-elle liée à tout cela ? Était-elle un avertissement, ou une menace déguisée ? Alors que je m'asseyais dans mon nouvel appartement, regardant par la fenêtre les lumières de la ville, je savais que la bataille n'était pas terminée. Mais pour la première fois, je me sentais prête à l'affronter. Le soleil se levait doucement sur la petite ville, baignant mon nouvel appartement d'une lumière dorée qui semblait vouloir apaiser les blessures encore fraîches de mon cœur. Cela faisait 2 semaines depuis la confrontation dans le grenier, 2 semaines depuis que Marguerite avait été emmenée par le détective Frédéric Martin, et 2 semaines depuis que j'avais regardé Julien dans les yeux pour lui dire que notre mariage était fini. Ces semaines avaient été un tourbillon d'émotions, la peur, la colère, le chagrin, mais aussi, timidement, l'espoir. Assise à ma petite table de cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains, je prenais le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé, à tout ce que j'avais appris sur moi-même, sur les autres, sur la vie. Je n'étais plus la Claire d'avant, celle qui se pliait aux attentes de Marguerite, qui cherchait désespérément l'approbation de Julien. Cette Claire-là avait disparu sur le perron du manoir, emportée par les insultes et le rire cruel de l'homme qu'elle aimait. Mais une nouvelle Claire émergeait, une femme qui apprenait à se tenir debout, à écouter sa propre voix. Ce chemin n'avait pas été facile, et il ne l'était toujours pas. Chaque nuit, je me réveillais encore avec le souvenir des mots de Marguerite, immonde, saleté, et la douleur de la trahison de Julien. Mais chaque matin, je me levais, déterminée à reconstruire ma vie. Pas à pas. Antoine avait été mon roc dans cette tempête. Depuis qu'il avait décidé de rester en ville, il était là tous les jours, me soutenant, me faisant rire, me rappelant qui j'étais. Un soir, alors que nous dînions ensemble dans mon nouvel appartement, il m'a regardé avec un sourire fier. « Tu sais, petite sœur, je t'ai toujours vue comme quelqu'un de fort, mais là, tu m'impressionnes. Ce que tu as traversé, ce que tu as affronté. Beaucoup auraient abandonné. » J'ai baissé les yeux, gênée par son compliment. « Je ne me sens pas si forte que ça, Antoine. Parfois, j'ai l'impression que je vais m'effondrer. » Il a posé une main sur la mienne, son regard sérieux. « C'est normal, Claire. La force, ce n'est pas ne jamais avoir peur ou ne jamais douter. C'est continuer, même quand tout semble contre toi. Et toi, tu continues. » Ces mots m'ont touché profondément, parce qu'ils reflétaient une vérité que je commençais à comprendre. La force n'était pas une absence de douleur, mais une façon de la porter, de la transformer en quelque chose de plus grand. J'avais appris à dire non, à me respecter, à refuser de laisser les autres définir ma valeur. Et cette leçon, je savais qu'elle me suivrait pour le reste de ma vie. Mais la douleur était encore là, surtout quand je pensais à Julien. Quelques jours après notre dernière confrontation, il m'avait écrit une lettre, une vraie lettre, à l'encre noire, comme un écho du passé. « Claire, je sais que je t'ai fait du mal, » écrivait-il. « Je sais que je t'ai trahi, que je n'ai pas été l'homme que tu méritais. Mais je veux que tu saches que je t'aime, et que je regretterai toute ma vie ce que j'ai fait. Je ne te demande pas de me pardonner, mais je veux que tu sois heureuse. » Ces mots m'avaient déchirée. Une partie de moi voulait encore croire en lui, en l'homme qu'il avait été autrefois. Mais une autre partie, plus forte, savait que l'amour ne suffisait pas. Pas quand il était entaché de trahison, de silence, de faiblesse. Ce soir-là, j'avais décidé d'aller le voir, une dernière fois. Pas pour lui donner une seconde chance, mais pour clore ce chapitre de ma vie. Je l'ai trouvé dans un café en ville, seul, l'air fatigué. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés, mais j'ai levé une main pour l'arrêter avant qu'il ne parle point. « Julien, écoute-moi, ai-je dit,
ma voix ferme malgré le tremblement dans ma poitrine. Pendant 10 ans, je t'ai aimé de tout mon cœur. J'ai cru en nous, en toi. Mais tu m'as laissé tomber, encore et encore. Tu as laissé ta mère me détruire, et tu as ri. Je ne peux pas effacer ça. Et je ne veux plus essayer. Il m'a regardé, les larmes aux yeux. Claire, je suis tellement désolée. Si je pouvais revenir en arrière? Mais tu ne peux pas, l'ai-je coupé. Et moi non plus. Je mérite une vie où je n'ai pas à me battre pour être respectée. Où je n'ai pas à craindre les insultes ou les trahisons. Je mérite mieux, Julien. Il a hoché la tête, lentement, comme s'il acceptait enfin la vérité. Tu as raison, a-t-il murmuré. Tu mérites mieux. Je suis partie sans me retourner, laissant derrière moi 10 ans de souvenirs, d'amour et de douleur. Ce fut l'un des moments les plus durs de ma vie, mais aussi l'un des plus libérateurs. En disant adieu à Julien, je disais adieu à la femme que j'avais été, celle qui se contentait de trop peu points pendant ce temps. L'enquête sur Marguerite avançait. Antoine m'avait tenu informé des progrès, grâce aux mises à jour de Frédéric Martin. Après des semaines d'interrogatoire et d'analyse, la police avait rassemblé assez de preuves pour l'inculper officiellement. Les documents falsifiés, les témoignages, et surtout le testament de Paul avaient révélé l'ampleur de ces manipulations. Elle avait non seulement caché le testament pour s'approprier l'héritage, mais il y avait aussi des soupçons croissants sur son rôle dans la mort de Paul. Une analyse plus approfondie de l'autopsie avait révélé des traces de substances suspectes, et un ancien employé du manoir avait témoigné avoir entendu Marguerite menacer Paul peu avant sa mort. Le tribunal avait statué que l'héritage serait redistribué selon les volontés de Paul. Une grande partie des biens, y compris le manoir, seraient vendus, et les fonds iraient à l'organisation caritative qu'il avait choisie. Julien, en tant qu'héritier, recevrait une somme modeste, mais Marguerite perdait tout, le contrôle, le pouvoir, la façade qu'elle avait construite pendant des décennies. Elle était toujours sous caution, mais son procès approchait, et les chances qu'elle échappe à une condamnation étaient minces. Quand Antoine m'a annoncé la nouvelle, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement, parce que justice était enfin rendue. Tristesse, parce que cette histoire avait brisé tant de vies, y compris la mienne. Elle ne pourra plus te faire de mal, Claire, m'a dit Antoine, me serrant dans ses bras. C'est fini. Mais ce n'était pas tout à fait fini. Marguerite, même affaiblie, restait une ombre dans ma vie. Je savais qu'elle ne me pardonnerait jamais d'avoir révélé la vérité. Et cette lettre anonyme, toujours posée sur ma table de nuit, me rappelait que d'autres secrets pouvaient encore émerger. Qui l'avait envoyé? Était-ce Frédéric, le détective, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait les sombres vérités du manoir? Malgré ces incertitudes, je commençais à trouver un nouvel équilibre. Mon travail à la librairie, bien que modeste, me donnait un but. Chaque matin, je rangeais les livres, discutais avec les clients, et peu à peu, je retrouvais du plaisir dans ces petites choses. Sophie m'encourageait à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes, à reconstruire ma vie sociale. Tu n'es pas seule, Claire, me répétait-elle. Tu as Antoine, tu m'as moi, et tu te retrouves toi. Un jour, Antoine m'a fait une surprise qui a changé la donne. J'ai une nouvelle à t'annoncer, m'a-t-il dit, un sourire malicieux sur les lèvres. J'ai décidé de m'installer ici, en ville. J'ai trouvé un poste dans une entreprise locale. Je veux être près de toi, Claire. J'ai senti les larmes monter, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Tu es sérieux? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Tu ne vas pas repartir? Il a ri, me prenant dans ses bras. Pas question. On est une équipe, toi et moi. Toujours. Ce lien avec Antoine, cette complicité indéfectible, était l'une des leçons les plus précieuses que j'avais tirées de cette épreuve. La famille, ce n'était pas seulement celle dans laquelle on est ou celle qu'on épouse. C'était celle qu'on choisissait, celle qui nous soutenait dans les moments les plus sombres. Antoine avait été là, sans faille, et je savais que je ne serais plus jamais seule. Pour clore ce chapitre de ma vie, j'ai décidé de faire quelque chose de symbolique. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le lac près de la ville, j'ai pris la lettre de Julien, celle où il me demandait pardon. Je l'ai relue une dernière fois, laissant les mots s'imprégner dans mon cœur. Puis,
je l'ai déchiré en petits morceaux et je les ai jetés dans l'eau. Les fragments de papier ont flotté un instant avant de s'enfoncer, emportés par le courant. C'était ma façon de dire adieu, non seulement à Julien, mais à la douleur, à la peur, à la femme que j'avais été. En rentrant chez moi, je me suis arrêtée devant le miroir de mon appartement. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une femme qui n'avait plus peur de son propre reflet. Une femme qui avait traversé l'enfer et en était sortie plus forte. Tu es assez, me suis-je murmuré. Et je l'ai cru. Quelques mois ont passé depuis ce soir au bord du lac, où j'ai laissé les morceaux de la lettre de Julien s'enfoncer dans l'eau, emportant avec eux une décennie de douleurs et de rêves brisés. Ce geste, si simple, avait marqué un tournant. Ce n'était pas seulement un adieu à Julien, mais une promesse à moi-même, celle de ne plus jamais laisser quiconque me définir, me diminuer, ou me briser. Aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de mon petit appartement, je vois une ville qui n'est plus un champ de bataille, mais un lieu où je peux enfin respirer, grandir, vivre. Ma vie a changé, doucement, presque imperceptiblement au début. Le travail à la librairie, que Sophie m'avait aidé à obtenir, est devenu bien plus qu'un simple emploi. Chaque jour, je m'immerge dans les histoires des livres, dans les conversations avec les clients, dans le plaisir simple de ranger les étagères. Ce n'est pas grand-chose, diront certains, mais pour moi, c'est un refuge, un endroit où je peux être moi-même, sans crainte, sans jugement. Les clients réguliers, comme Madame Clermont, une vieille dame au sourire doux, me saluent par mon système, mon prénom, ou Monsieur Dupont, qui vient toujours avec une pile de romans historiques, me raconte des anecdotes sur la ville d'autrefois. Ce n'est pas seulement un travail, c'est une façon de me reconnecter avec le monde, de retrouver ma place. Antoine, fidèle à sa promesse, s'est installé dans un appartement à quelques rues de chez moi. Sa présence est une bénédiction. Il passe souvent le soir, apportant des pizzas ou des histoires drôles de son nouveau boulot. Un jour, alors que nous jardinions ensemble dans le petit terrain derrière mon immeuble, il m'a regardé avec un sourire en coin. « Tu sais, Claire, je crois que tu es plus douée pour planter des arbres que pour choisir des maris. » J'ai éclaté de rire, lui donnant un coup de coude. Très drôle, grand frère. Mais je ne suis pas prête à replonger dans tout ça de sitôt. Il a hoché la tête, sérieux tout à coup. Prends ton temps. Tu mérites quelqu'un qui te verra pour la femme incroyable que tu es. Ces mots m'ont touchée, non pas parce que je rêvais d'une nouvelle histoire d'amour, mais parce qu'ils reflétaient une vérité que j'apprenais à accepter. Ma valeur ne dépendait pas de l'amour d'un homme, ni de l'approbation d'une belle-mère. Elle était en moi, dans ma force, ma résilience, mon courage. Et pourtant, l'idée de l'amour, un jour, ne me faisait plus peur. Je savais que si je devais ouvrir mon cœur à nouveau, ce serait à quelqu'un qui me respecterait, qui me chérirait, sans condition. Un après-midi, alors que je me promenais en ville, une rencontre fortuite a apporté une dernière pièce au puzzle de cette histoire. J'ai croisé Madame Leclerc, la vieille voisine qui avait parlé à Antoine des rumeurs autour de Marguerite. Elle m'a invité à prendre un thé chez elle, et dans son petit salon rempli de bibelots, elle m'a raconté une histoire qui m'a laissé sans voix. Marguerite n'était pas seulement dure avec toi, Claire, m'a-t-elle dit, ses yeux pleins de compassion. Il y a des années, elle a manipulé d'autres membres de la famille de Paul, des cousins éloignés, pour les écarter de l'héritage. Elle les a menacés, elle a répandu des mensonges. Mais toi, tu es la première à l'avoir affronté et à avoir gagné. J'ai senti un frisson me parcourir. Gagné, ai-je murmuré. Je n'ai pas l'impression d'avoir gagné. J'ai perdu mon mariage, ma maison. Madame Leclerc a posé une main sur la mienne. Tu as gagné ta liberté, ma chère. Et tu as révélé la vérité. Grâce à toi, l'héritage de Paul a été respecté. Ses enfants, là-bas, qui bénéficieront de son argent. Ils te doivent tout. Ces mots m'ont bouleversée. Pendant si longtemps, je m'étais sentie comme une victime, une femme brisée par les cruautés de Marguerite et la faiblesse de Julien. Mais entendre Madame Leclerc me dire cela m'a fait voir les choses sous un autre angle. J'avais fait plus que survivre. J'avais changé les choses, non seulement pour moi, mais pour d'autres. Marguerite, quant à elle, avait été jugée coupable. Le procès, qui avait eu lieu quelques semaines plus tôt, avait été un événement dans la petite ville. Les preuves, le testament, les documents falsifiés,
les témoignages étaient accablants. Elle avait été condamnée pour fraude et complicité dans la mort de Paul, bien que les détails de cette accusation restaient flous. Le manoir avait été vendu, et l'argent redistribué selon les volontés de Paul. Marguerite vivait désormais dans un petit appartement, loin de la ville, sous la surveillance d'un contrôle judiciaire. Elle n'était plus une menace, mais son ombre planait encore, comme un souvenir qu'on ne peut jamais tout à fait effacer. Julien, de son côté, avait quitté la ville. J'avais appris par Sophie qu'il s'était installé dans une autre région, cherchant un nouveau départ. Une partie de moi lui souhaitait de trouver la paix, mais je savais que je ne pourrais jamais lui pardonner. Pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je me concentrais sur moi, sur ma propre guérison. Un samedi matin, alors que je plantais un jeune cerisier dans mon jardin, symbole de renouveau, je me suis arrêtée pour regarder le ciel. Les nuages s'écartaient, laissant place à un bleu éclatant. J'ai pensé à toutes les femmes qui, comme moi, avaient traversé des épreuves, des trahisons, des moments où elles s'étaient senties petites, insignifiantes. Et j'ai eu envie de leur parler, de leur dire ce que j'avais appris. Vous, qui m'écoutez, sachez ceci, ai-je dit à voix haute, comme si je m'adressais à un public invisible. Vous êtes assez. Vous êtes forte, même quand vous ne le sentez pas. Ne laissez personne, ni une belle-mère, ni un mari, ni vos propres doutes vous convaincre du contraire. Vous méritez d'être aimé, respecté, et d'avoir une vie qui vous rend fier. J'ai enfoncé la pelle dans la terre, un sourire aux lèvres. Ce cerisier pousserait, tout comme moi. Il fleurirait, et moi aussi. La vie continuait, pleine de promesses, de possibilités, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête à les accueillir. Et maintenant, mes chers amis, si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré ou ému, je vous invite à rejoindre notre communauté sur Histoire de tous les jours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche, et partagez vos propres histoires dans les commentaires. Ensemble, célébrons la force des femmes, leur combat, leur victoire. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle histoire.